Cantonale, abstention record en Haute-Garonne. Parents et profs dans la rue contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Procédure à suivre en cas d'alerte nucléaire à la centrale de Golfech. Entre ceux qui ne veulent pas voter et ceux qui ont oublié de voter, l'abstention s'élève à 56% en Haute-Garonne. Réaction toulousaine. Pour les cantonales, je ne sais pas si c'est tellement gênant. Ils prennent plus le temps d'aller voter maintenant, étant donné qu'il manque de moyens, je pense. Et ils préfèrent passer leur dimanche à se balader ou autre en famille plutôt que d'aller voter. J'avais une occupation autre et j'y vais. Franchement, ça m'est sorti de la tête. Et dimanche prochain, vous faites quoi? Je vote. Je vais voter, mais dimanche prochain. Alors celui-ci, non? Non, parce que j'ai pas trouvé ma carte. Mais sinon, j'aurais eu ma carte, j'aurais été votée, mais je ne savais pas que je pouvais voter sans ma carte, juste avec ma pièce d'identité. Non, il y a trop d'élections. Ils s'en foutent de la précarité, des retraites qui sont moindres, des gens qui souffrent de manque de nourriture, de manque de vie parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils s'en foutent de ça. Le principal pour eux, c'est de monter sur le trône. Voilà, c'est tout. Donc plus jamais? Plus jamais, c'est fini. On est concerné, si on n'en vote pas, on n'a pas râlé. L'abstention est-elle un choix politique? Réponse dimanche prochain. Pierre Izard, président sortant réélu dès le premier tour. 25 cantons sur 27 en ballotage favorable pour la gauche. Tel est le bilan majeur du premier tour des élections cantonales de hier en Haute-Garonne. Dans le canton 1, on aura droit à un duel entre la sortante Marie-Christine Laforgue, PS, et l'eurodéputée Christine Deveyrac. Duel arbitré essentiellement par le report des voix des électeurs verts. Idem sur le canton 3 où la socialiste Martine Martinel devance le candidat de la droite Stéphane Diebold malgré la présence du FN et d'Europe Écologie. Mais la surprise est venue du canton 13, où le vert Patrick Gimena, avec 22,56% des voix, sera opposé au maire adjoint PS de Colomiers, Christophe Bègue, arrivé en tête. Reste à savoir ce que feront les électeurs du FN avec plus de 17% des voix. Autre surprise dans le canton 14, puisque la sortante Sandrine Floureuse sera opposée à la candidate du FN qui a récolté 23,74% des voix, laminant ainsi le candidat du parti radical valoisien. À noter que dans ce canton, le parti occitan a réalisé près de 10% des voix. Samedi matin, 1500 à 2000 personnes ont manifesté dans les rues de Toulouse contre la politique gouvernementale en matière d'éducation. Beaucoup de parents d'élèves étaient présents. En Haute-Garonne, 33 fermetures de classes dans le premier degré sont déjà actées. D'autres pourraient encore intervenir d'ici la rentrée, comme dans une école de Sainte-Foy de Pérolières. Pour l'instant, on a 4 classes, donc ils risquent d'en supprimer une, ils se retrouvent à 3 classes. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un effectif de 24 enfants par classe, ils risqueraient de se retrouver à 30 petits. En maternelle, on travaille, on apprend beaucoup de choses et c'est pas qu'une garderie, je veux dire. Dans l'académie, à la rentrée prochaine, la suppression d'une centaine de postes d'enseignants est prévue, tandis que 4000 élèves de plus sont attendus. C'est la règle, le dogme absolument terrible et pas du tout logique de suppression d'un fonctionnaire sur 2, quoi qu'il arrive. Les effectifs augmentent actuellement dans le second degré et dans le premier degré, mais non, on supprime, puisqu'on a décidé qu'il fallait supprimer. Au-delà de la rentrée prochaine, l'un des enjeux pour ces manifestants est d'ores et déjà de peser sur la campagne présidentielle de 2012 en tentant de faire de l'éducation nationale un thème majeur de campagne. Le panache radioactif issu de la centrale nucléaire de Fukushima pourrait atteindre la France mercredi ou jeudi prochain. Experts techniques sur l'atmosphère, Météo France simule la route de ce panache depuis le début de l'accident. Une carte sur le site de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire permet de suivre son déplacement. Il n'y a pas de nuages, ça n'est pas quelque chose de visible, de palpable. En fonction des informations qui nous sont données sur l'heure, la période et le type de pollution, on va calculer le transport global de cette pollution. Impossible pour Météo France de préciser si la totalité de l'Hexagone sera touchée ou une partie seulement. Ce type d'observation de mesure, c'est l'objet de réseaux spécialisés dans l'IRSN en France par exemple. Et là-dessus, il peut y avoir des balises, des systèmes de mesure, tout en sachant que si les concentrations sont extrêmement faibles, les instruments n'auront pas forcément la capacité de détecter ça. Selon l'IRSN, ces particules radioactives au-dessus de la France seraient minimes et sans conséquences sanitaires et environnementales.
Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, les centrales françaises sont pointées du doigt. Ici à Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, les 2 réacteurs de 1300 watts sont les cibles de beaucoup d'interrogations. Et si demain il y avait un risque dans la centrale nucléaire de Golfech, que se passerait-il ? À l'heure actuelle, les différents plans d'action sont prêts et les consignes du département ont été données. Le plan en particulier d'intervention de la préfecture de Lot-et-Garonne les récapitule. Dans un rayon de 2 km, les habitants sont informés par une sirène de la centrale. C'est la phase d'alerte. Pour ceux situés dans un rayon de 10 km, ils sont avertis par des appels téléphoniques. La centrale nucléaire de Golfech fait l'objet d'exercices nationaux tous les 3 ans. Le dernier date de juin 2008. Mais depuis, elle effectue régulièrement des tests de sécurité. 18 au total entre début 2009 et fin 2010. Réalisées par EDF, ces mesures comprennent l'organisation, les techniques, la logistique et l'environnement de la centrale. Si un accident venait à se produire dans la zone, la principale protection reste le confinement à son domicile. Quant à la prise d'iode, elle reste exceptionnelle et prescrite par le préfet. Pour plus d'informations, une fiche explicative est disponible sur le site de la préfecture de Lot-et-Garonne. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude, tout semble sous contrôle à Golfech. L'affaire du meurtre de Jérémy Rose est en voie de résolution. Ce matin, Michel Vallée, procureur de la République, a confirmé le placement sous écrou de 2 hommes de 18 et 20 ans, interpellés vendredi dernier. L'implication de ces 2 personnes ne soulève pas beaucoup de doutes. Il y a eu un travail extrêmement rigoureux sur toutes les agressions qui pouvaient évoquer ce qui s'était passé dans la nuit du 26 au 27 février. Fait rarissime, la famille de Jérémy Rose, très impliquée dans le dossier depuis le début, a tenu à être présente pour remercier le travail des enquêteurs. Alors soulagé d'avoir vu ces gens inculpés, et à la fois pour la mémoire de notre fils Jérémy, mais aussi pour toutes les victimes collatérales qui existent, ses amis, ses proches et les Toulousains aussi. Un mort, ça suffit. Un message qu'ils rappelleront samedi prochain en organisant une marche de la colère, départ place des Carmes à 19h. Antilopsie 2, le retour. Tante et Tipi sont à présent au Basacle pour lutter contre la politique sécuritaire globale menée par le gouvernement. À quelques secondes près, le Toulouse Football Club s'installait à la 6e place de la Ligue 1. Mais ce but niçois dans les arrêts de jeu change la donne. Le TFC partage finalement les points avec l'OGC Nice. Tout avait pourtant bien commencé avec le 5e but de la saison de Santander dès la 28e minute de jeu. Score final, un but partout, quelques regrets et une 10e place au championnat pour les hommes d'Alain Casanova. Côté ballon ovale, le 15 de France est rassuré face au Pays de Galles. Les Bleus terminent 2e du tournoi des 6 nations. À noter les prestations convaincantes de Médard et Servat et le match abouti de Claire et du Sautoir.